Bonjour, je m'appelle Bertrand Noiret, je suis exploitant agricole en élevage paysan ici à Poncieux, commune de Boyeuf-Saint-Jérôme. Là, j'élève des aubracs en agriculture biologique, exclusivement à l'herbe, depuis 2023. Et je fais également du porc en plein air, naisseur-engraisseur, en bio également depuis l'année dernière, donc c'est encore assez frais. Je suis ici du coup avec mon troupeau reproducteur d'aubrac, j'ai 28 mères et un taureau et toute la marmaille qui va avec. Donc on a à peu près 45 individus là derrière nous. Et j'essaie de faire du pâturage tournant dynamique avec, un peu imposé par la topographie et le fait que j'ai des toutes petites parcelles disséminées sur environ 3 km autour de mon exploitation. Mais aussi dans le but de valoriser au mieux le pâturage, sachant que je suis pas mal sur la pelouse calcaire sèche, donc des prairies très diversifiées mais avec pas beaucoup de valeur alimentaire. Du coup, il faut mieux faire tout pâturer d'un coup, échanger régulièrement les animaux pour avoir un bol alimentaire équilibré et nutritif. On est là dans un de mes parcs d'engraissement de porc en plein air, en bio. Donc j'ai commencé l'activité d'engraissement de porc en plein air en 2022 et je suis naisseur depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai un mélange de races assez varié dans le but d'avoir quelque chose qui est assez rustique et en même temps suffisamment productif. Donc j'ai un mélange avec du Duroc, du Largeois, du Piétrin, du Gascon maintenant via Montverrat et prochainement du Mangalitsa. Donc voilà, l'idée c'est un cumuler les avantages des différentes races. Donc là on est sur une fin de lot de l'année dernière, plus quelques naissances de cette année. Et ils sont en train de manger de la farine, ça c'est la nouveauté depuis 1 mois et demi à peu près. Avant j'achetais du granulé dans une entreprise de commerce alimentaire et depuis 1 mois et demi je fais ma farine avec les céréales de 2 agriculteurs différents, Clément Renou qui est dans la Bresse et qui me fait du coup un métail assez riche en protéines, et puis un autre agriculteur qui est dans les plaines pas loin d'ici et qui va me faire lui plutôt de l'orge ou du triticale selon, pour diluer un peu la ration qui est sinon un peu trop riche. Donc j'essaie d'être le plus local possible sur l'alimentation, en bio évidemment. J'ai décidé de passer en bio en 2024 et en fait il y avait une petite contrainte, c'est que pour passer en bio il faut faire naître, parce qu'en fait c'est hyper compliqué de trouver des porcelets à l'engraissement en bio. Et du coup j'ai commencé à choisir les truies que j'allais garder pour faire de la repro. Et ça, j'ai commencé à faire naître, c'est arrivé en mars 2025 et j'en suis très content. Et j'ai une dizaine de truies plus un verra et ça se passe bien. Et suite à mon passage d'engraisseur à naisseur-engraisseur, j'ai dû pas mal adapter le parcours biosécurité, puisque jusque-là, en tant que seulement engraisseur, j'avais besoin que d'une double clôture électrique, donc 3 rangées de fil d'un côté, 2 rangées de fil de l'autre, séparées de 25 cm. Mais en passant en naisseur, donc avec la présence de truies et du verra sur la zone d'élevage, j'ai dû mettre en place une double clôture qu'on voit là, du coup avec une triple clôture. En gros, j'ai le grillage que je peux pas enterrer parce que je suis dans des conditions sur le caillou, sur la roche, qui font que je peux pas l'enterrer, c'est très compliqué. Mais du coup, le grillage spécial suidé plus la double clôture intérieur-extérieur, encore une fois. Et en fait, moi, ça m'a représenté quand même un billet on est entre 5 et 7 000 euros entre tous les piquets, tout le grillage, les isolateurs, le câble acier, et puis l'allocation de la mini-pelle, parce que moi, c'est tout planté brise-roche, mini-pelle pour planter les piquets, hein, sinon on s'en sort pas. Le temps à passer à planter, le temps à passer à mettre les isolateurs, à tondre les câbles et tout ça. C'est pas un travail négligeable, mais il y a beaucoup de sangliers dans le secteur et en fait je pouvais pas me permettre de pas mettre ça d'aplomb. Et après, au niveau de l'entretien, du coup la débroussailleuse à l'extérieur, la débroussailleuse sous les clôtures intérieures, ça prend pas mal de temps.
Là, j'ai essayé. L'idée, c'est que je déconnecte totalement la partie extérieure avec la clôture extérieure, le grillage extérieur et la partie intérieure en laissant vraiment un no man's land, on va dire, de 2 mètres. Moi, je l'ai fait dans le but de pouvoir replanter des haies et des arbres fruitiers pour créer un microclimat, etc. Mais par rapport à la maladie d'Ogievski, par exemple, où on sait que ça passe par les muqueuses, par les sécrétions, par les gouttelettes, en se donnant plus d'espace quelque part, on s'enlève un problème. Et ça me lève aussi le risque que les cochons, et notamment les porcelets, aillent gratter sous le fil et risquent de sortir. Là, en fait, il y a de la distance. Donc, s'ils grattent sous le fil de leur parc, c'est pas grave. Ça risque pas d'endommager ou de créer de la porosité dans la clôture extérieure. Voilà. Donc ça, j'en suis assez content de ce principe-là. Je ne l'ai pas encore mis en place partout, mais ça ne saurait tarder. J'exploite environ 60 hectares, principalement de prairies, donc 57 hectares de prairies, 3 hectares à peu près de parcours pour les porcs, sur 3 communes différentes. Mais surtout, j'exploite environ 515 parcelles cadastrales, parce qu'il n'y a pas eu de remembrement dans le budget, notamment chez nous avec les enjeux autour de la vigne. Mais du coup, l'élevage en pâtit, puisqu'en fait, j'ai des parcelles cadastrales qui font 160 mètres carrés. J'ai des terres où en fait, j'ai peut-être une pâture qui va faire 4 hectares, mais dedans, il y a 25 parcelles cadastrales différentes qui appartiennent à 8 personnes différentes, quoi. Donc, les enjeux autour de l'autorisation d'exploiter, le listing complet des parcelles, qui s'appartient, si j'ai un bail, si j'ai un prêt à usage, si j'ai ci ou ça a été très compliqué. Après, ça se passe bien avec la très grande majorité de mes propriétaires, donc ça va. Et après, c'est très morcelé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'exploite sur environ 3 km autour de mon siège d'exploitation. C'est entre les bois, entre les vignes, entre les forêts. Il y a des prés qui sont à peu près plats en fond de vallée ou sur le plateau, mais il y a beaucoup de prés qui sont très en pente, tout en fermage. À part là où j'ai mes bâtiments agricoles, je suis propriétaire de rien. Donc, mais ça permet, l'option fermage est pas mal parce que quelque part, si c'est bien cadré, si on a des baux, si on s'entend bien avec les propriétaires, ça fait quand même des investissements en moins. Et je trouve que le statut du fermage nous protège suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin de chercher à être propriétaire de tous nos terrains. J'ai 2 inconvénients principaux sur mon site d'élevage, qui est du coup le bâtiment qui est là. C'est que je suis hors réseau, donc j'ai pas l'électricité aujourd'hui, j'ai pas de raccordement électrique, je fonctionne avec un groupe électrogène. Et surtout, j'ai pas accès à l'eau potable. Donc je fonctionne sur réserve d'eau de pluie que je suis obligé de chlorer pour gérer un petit peu le statut de la qualité de l'eau, on va dire. Et du coup, j'ai un gros enjeu d'augmenter ma capacité de stockage d'eau de pluie pour faire face au changement climatique et aux précipitations qui sont de plus en plus imprévisibles, on va dire, plus difficilement prévisibles en tout cas. Et aujourd'hui, avec une trentaine de mètres cubes d'eau pour les vaches, j'ai à peine 15 jours d'autonomie en hiver. En été, n'en parlons même pas. Et j'ai 60 mètres cubes qui alimentent les cochons et les génisses. Et voilà, là, ça fait 3 semaines que j'ai plus d'eau du tout. Donc je fonctionne sur le réseau. Donc là, mes projets, c'est augmenter cette capacité de stockage d'eau et faire tirer l'électricité jusqu'au bâtiment pour augmenter mon confort et puis le stress, quoi. Parce qu'en fait, l'eau, c'est le sujet qui me fait tourner en rond le soir de comment je vais m'organiser pour mon tour d'eau, où est-ce que je vais trouver l'eau, et s'il ne pleut pas dans une semaine, comment je vais m'en sortir. C'est vraiment un sujet de préoccupation. Il y a des aides, je devrais arriver à me faire financer en partie, mais c'est compliqué, c'est pas un investissement productif, c'est très compliqué à la banque en fait de voir un modèle économique derrière ça, puisqu'en fait ce que je gagnerais, c'est juste de ne pas perdre mon temps comme je peux le faire aujourd'hui sur la recherche d'eau, quoi. Ici, on est dans la stabulation des génisses.
qui a pas peut-être trop une stabulation en ce moment parce qu'elle est encore toute propre de l'Inde de ferme en ferme. Je suis en vente directe en fait quasiment 100%, puisque je vends des colis à la ferme et sinon dans un magasin de producteurs où je suis associé. Et je participe depuis 2 ans maintenant à l'Inde de ferme en ferme. Et ici, c'est là où on propose des repas aux gens. Donc c'est encore tout bien propre, karchérisé. Je mangerai pas par terre, mais et c'est pas ce qu'on a proposé d'ailleurs. Mais on s'y rapproche et c'est important pour moi, je trouve, d'avoir ce lien direct avec les consommateurs, parce que dans les raisons pour lesquelles je me suis installé, c'est de faire un produit de qualité. Et je trouve que le retour de la qualité, on ne l'a pas par le label qu'on paye, mais on l'a vraiment par le retour des clients qui sont contents d'acheter nos produits, qui reviennent. Et l'Inde de ferme en ferme, c'était une chouette fête cette année. Il y avait 1250 personnes à la ferme, on a servi 150 repas par jour. C'était une première pour les repas. Et avoir tous les gens qui te font des retours sur la qualité de ton produit, en fait, c'est une motivation de dingue, quoi. Donc on continue et on espère pouvoir faire plus d'événements comme ça aussi régulièrement dans l'année. Là, on est dans l'étable, du coup, là où j'ai les vaches l'hiver. Environ 3 mois dans l'année, j'essaie vraiment de les avoir le moins de temps possible. Dans les petites innovations que j'ai testées ici, c'est d'utiliser du copeau de bois. Donc c'est tout ce qui est, on va dire, trituration, on va dire les refus de scierie en fait, puisqu'on est dans une zone d'exploitation forestière quand même pas mal, et tout ce qui va être les pointes des sapins, les arbres un peu déjà abîmés ou quoi. Ça peut être broyé et utilisé en litière, donc ça c'est pas mal. Et c'est ici, c'est le plus important, c'est ici que je vais recevoir du coup Nicolas Mérieux le 21 août pour son farm tour. Et du coup, l'étable va se transformer en salle de spectacle, du coup pour un spectacle engagé, militant autour des questions de transition écologique et de comment on fait face à ce monde qui change, et notamment le climat. Donc parfaitement dans l'heure du temps. La petite canicule qu'on vient de se taper, autant dire que on a bien envie de discuter, de se retrouver autour de ce genre d'événements, de nous faire parler un petit peu plus largement.